Lumière sur Anthony C. Sutton. Biographie. Sutton fut chercheur à Stanford au sein de la Fondation Hoover de 1968 à 1973. Il enseignait à l'économie à l'UCLA. Il étudia à Londres, Göttingen et UCLA et fut titulaire d'un doctorat en sciences de l'université de Southampton, en Angleterre. En 1972, au sein de la Hoover Institution à Stanford, il subit la censure de son directeur de recherche, qui tenta d'empêcher la publication de National Suicide, Military Aid de Soviet Union, dont les faits décrits attaquaient le programme Nixon qui singeait d'aide aux soviétiques, tandis que ceux-ci aidaient les Nord-Vietnamiens dans leur effort de guerre. Le livre arrivait à la conclusion que les soldats américains étaient en train d'être tués avec l'aide de leur propre technologie. Pierre de Villemarest, spécialiste des questions mondialistes, écrit que Sutton fut le seul auteur qui ait jamais disséqué les contrats grâce auxquels les totalitarismes nazis et soviétiques ont pu vivre et survivre économiquement. Il est surtout connu pour son livre « America Secret Establishment », en introduction Theodore D. Scullebone décrivant la société secrète d'étudiants de l'université Yale, la Skull and Bones. Il a aussi abordé le thème de la fusion froide. Théorie. Sur la société de la Skull and Bones. Selon Sutton, la vision de l'éducation des masses, qu'a une certaine élite membre de la société des Skull and Bones, n'est pas le libre développement de l'individu, mais le fait d'apprendre à vivre de manière intégrée dans une société organique, de manière semblable à la philosophie d'Hegel sur l'état absolu. Dans ce type d'état, l'individu trouve sa liberté par l'obéissance aux lois de l'état. Quant aux libertés individuelles, elles ne sont pas acceptables, et doivent être guidées par la tyrannie rationnelle. Sutton soutient également que la théorie sur les similitudes de la psychologie animale et l'humaine de Wilhelm Wundt et la notion hégélienne du conflit qui crée l'histoire 6, font partie intégrante de l'idéologie des Skull and Bones. Ainsi le conflit entre une thèse et une antithèse donne une synthèse, et si le processus des antithèses est sous le contrôle de cette société, la synthèse découlera forcément de sa volonté. Pour Sutton, la synthèse ultime des Skull and Bones est le nouvel ordre mondial. Sur les liens entre Wall Street et la révolution bolchevique. En 1917, avant l'éclatement de la révolution bolchevique en Russie, des entreprises de Wall Street notamment, ont mis en place des opérations visant à permettre l'avènement de cette révolution. Tout d'abord Trotsky a été financièrement soutenu pendant son séjour aux États-Unis, avec l'accord du président de l'époque Woodrow Wilson, qui lui fournit son droit d'asile tout en sachant qu'il prévoyait de poursuivre la révolution et de la mener à son terme. L'auteur note également, d'après les travaux d'autres auteurs, le fait que Lénine a été financièrement soutenu par le gouvernement allemand, et que les partis bolcheviques et mencheviques ont également été financés et organisés par ce gouvernement. Le gouvernement allemand avait pour objectif de sortir la Russie de la guerre, et de contrôler le marché russe d'après-guerre. Les entreprises de Wall Street quant à elles ont financé la révolution bolchevique par l'intermédiaire d'Olof Ashberg, propriétaire de la banque suédoise Nya Banken. Olof Ashberg était considéré comme le banquier de la Révolution. Il fournit aussi bien des fonds suédois, allemands, anglais, qu'américains pour financer les bolcheviks. Le financement américain venait en partie de la Guaranty Trust Company, une organisation défendant dans un premier temps les intérêts de JP Morgan. Ce soutien financier permit ainsi à la Nya Banken et à la Guaranty Trust Company d'avoir un certain poids dans la direction de la banque bolchevique créée en 1922, la Ruskombank. En effet, Olof Ashberg fut son directeur. Quant à Max May, vice-président de la Guaranty Trust Company, il fut le directeur des opérations internationales de la Ruskombank. Le financement des bolcheviks par Wall Street peut également être mis en relation par la mission de la Croix-Rouge américaine en Russie en 1917. Cette mission, censée avoir des fins humanitaires, était composée de représentants de toutes les grandes entreprises de Wall Street, que ce soit la Réserve fédérale, la Chase National Bank, ou encore la National City Bank of New York. Cette mission fut supervisée par William Boaz Thompson, président de la Réserve fédérale de New York, qui avait pour objectif de permettre la liberté de prêt, et de créer un programme de propagande pour l'avènement de la révolution bolchevique. Il voulait également maintenir la Russie en guerre contre l'Allemagne, afin d'empêcher les entreprises de ces dernières d'entrer sur le marché russe au profit des entreprises américaines, en envoyant des révolutionnaires bolcheviques, et des équipes de propagande en Allemagne en 1918. Anthony Sutton explique l'ensemble de ces connexions entre les entreprises de Wall Street et les personnages clés ayant amené la révolution bolchevique à éclater, par le fait que les entreprises de Wall Street ont pour objectif de s'implanter dans le marché soviétique, afin d'exploiter commercialement la Russie. Cette implantation s'effectuera notamment au travers de l'American International Corporation,
qui est une organisation regroupant en premier lieu les intérêts de JP Morgan, de James Stearman le président de la National City Bank of New York, et des Rockefeller. D'ailleurs ces financements ont été annoncés par Lénine lui-même, avant le 10e congrès du Parti communiste russe du 10 mars 1921, comme étant une nécessité tant la situation économique du pays était catastrophique et que le système ne pouvait perdurer sans ces fonds. Without assistance of capital, it will be impossible for us to retain proletariat in incredibly ruined country in which the peasantry, also ruined, constitute the overwhelming majority, and, of course, for the assistance capital which is 100% out of use. This why we have to understand. Hence, était it type of economic relation or nothing. Suite à l'ensemble des faits exposés par l'auteur sur l'implication d'un pouvoir économique et politique, américain notamment, pour promouvoir intentionnellement la révolution bolchevique, Anthony Sutton a surtout voulu expliquer les moyens dont jouissaient les entreprises de Wall Street pour mettre en place cette révolution. Ces entreprises ont en effet, d'après les travaux de l'auteur, provoqué la révolution bolchevique par l'intermédiaire de certaines sphères des pouvoirs politiques et économiques. Anthony Sutton a également voulu explorer la théorie selon laquelle Trotsky était un élément clé pour faire naître cette révolution, et qu'il ne fut en fin de compte qu'une création de certaines entreprises de Wall Street, dans le sens où sans leur soutien, Trotsky n'aurait jamais pu avoir l'influence qu'il a eue pour faire éclater la révolution bolchevique. C'est le même cas pour Lénine, qui fut financé par le gouvernement allemand. Au final ce sont les partis bolcheviques et mencheviques, qui ont pu avoir autant d'importance grâce au financement américain et allemand. L'auteur évoque enfin les intérêts qui ont poussé ces entreprises à vouloir faire naître cette révolution, qui sont des intérêts purement financiers en surface, du fait de l'opportunité de voir naître de nouveaux marchés. De gigantic Russian market what to be converted into, a captive market and a technical colony to be exploited by, a fay white américaine financier, and de corporation under control, 9. De plus les financiers internationaux profiteront davantage d'un pouvoir centralisé et international afin de pouvoir négocier plus facilement avec le pouvoir en place, c'est ce que permet le communisme, notamment au travers de Trotsky, qui est avant tout un internationaliste. Toutefois lorsque l'on met en relation l'influence dont jouit la sphère économique sur la sphère politique aux États-Unis notamment, il est envisageable d'évoquer l'hypothèse selon laquelle la révolution bolchevique avait également pour intérêt de permettre d'étendre cette domination sur le territoire russe. C'est tout du moins ce que va vouloir démontrer Anthony Sutton sur l'ensemble de son œuvre. Sur les liens entre Wall Street et Franklin Delano Roosevelt. Pour Sutton, l'action de Franklin Delano Roosevelt s'est faite dans l'intérêt de la haute finance américaine par son New Deal, et par d'autres lois promulguées à partir de 1933, une opinion qu'il développe dans son livre consacré au sujet. Sur la Réserve fédérale. Pour Sutton, la Réserve fédérale est un monopole privé et légalisé de réserves monétaires au profit d'un petit nombre institué sous le prétexte de favoriser et de protéger l'intérêt général. Collaboration entre Wall Street et Hitler. Sutton signala que la capacité de production des entreprises IG Farben et Vereinigte Stahlwerk, qui produisaient 95% des explosifs d'Allemagne en 1937-38, fut uniquement possible avec les crédits concédés par le plan DAV et la technologie des États-Unis. Une coopération entre IG Farben et la Standard Oil of New Jersey pour produire de l'essence synthétique à base de charbon, a donné à la IG Farben le monopole de cette production durant la Seconde Guerre mondiale. La moitié de la production allemande d'essence était entre ses mains et le reste à des compagnies affiliées. Selon Sutton, sans le capital de Wall Street, il n'y aurait eu ni IG Farben, ni Adolf Hitler, ni Seconde Guerre mondiale. Relativisme de la dichotomie gauche-droite. Selon Sutton, les États-Unis aidèrent la guérilla marxiste en Angola contre le pouvoir colonial du Portugal, qui était un allié au sein de l'OTAN. En 1918, suite à la révolution bolchevique, l'American International Corporation, qui est une organisation regroupant des entreprises de Wall Street, dont les intérêts les plus prééminents furent ceux de JP Morgan, ont politiquement soutenu, par l'intermédiaire de l'un de ses membres William Sand, le journaliste pro-bolchevique John Reed, dont les articles pour le Metropolitan Magazine, auquel il était lié, furent de précieux témoignages de la situation en Russie à l'époque. John Reed était un journaliste engagé, qui n'hésitait pas à critiquer ouvertement des individus comme JP Morgan, Rockefeller, et l'American International Corporation sur leur implication dans la révolution bolchevique. Toutefois John Reed fut soutenu par l'American International Corporation, lorsqu'il fut arrêté à plusieurs reprises en Europe pour propagande, engendrant ses libérations. De plus les financements de John Reed venaient en partie du Metropolitan Magazine, dont son propriétaire était Harry Whitney, l'un des partenaires de JP Morgan dans sa firme. Il fut également l'un des directeurs de la Guarantee Trust,
qui était une organisation majeure révélant l'implication d'entreprises de Wall Street dans l'avènement de la révolution bolchevique d'après Anthony Sutton. Ces liens entre les garants du capitalisme, que sont les entreprises de Wall Street, et John Reed, le porte-parole des bolcheviks aux États-Unis, peuvent s'expliquer d'après Anthony Sutton par le fait que John Reed consolidait l'idée selon laquelle tous les capitalistes sont en guerre perpétuelle contre les socialistes révolutionnaires. Autrement dit, les entreprises de Wall Street avaient intérêt à ce que cette opposition perdure, dans le but de donner une légitimité à l'existence de la révolution bolchevique. De plus, la guerre antitrust, en plus d'être impliquée dans le financement des bolcheviks, a également créé United American, une violente organisation combattant toute forme d'anticapitalisme, et n'hésitant pas à annoncer dans la presse les dangers que représentent les communistes pour le peuple des États-Unis. Enfin, la firme de J.P. Morgan, qui contrôle également la guerre antitrust, a aidé financièrement l'un des opposants au régime bolchevique en Sibérie, l'amiral Alexandre Koltcha. Le fait de financer les deux camps de la révolution est, selon l'auteur, un moyen de négocier des concessions avec le nouveau gouvernement en place, une fois celui-ci stabilisé, qu'il soit bolchevique ou non. En d'autres termes, Wall Street n'appartient à aucun État, et est même hors de cette logique souveraine. En développant ce point de vue, on comprend mieux ce qui a poussé Wall Street à financer une révolution, ceci dans l'unique but de renverser un pouvoir au profit d'un autre qui leur sera redevable.